à tous et je laisse Stéphane commencer avec sa présentation. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Stéphane Gérard, je suis directeur marketing aujourd'hui de l'école La Plateforme, qui est une école d'informatique qui est située sur Marseille, un peu de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on accepte en fait toutes les personnes, quelles que soient leurs ressources ou leur diplôme, et on essaie de les former sur des métiers plutôt d'informatique, c'est-à-dire que ce soit le développement, intelligence artificielle ou cybersécurité. Et donc dans ce cadre-là, on travaille à la fois, dans mon rôle de marketing, c'est à la fois de travailler pour recruter en fait de nouveaux élèves. Et parallèlement, on a une offre aussi entreprise, c'est-à-dire à la fois en formation, mais aussi où on met à disposition la force vive, qui sont nos étudiants, pour des entreprises qui ont des projets à réaliser et qui veulent justement faire réaliser des projets par des étudiants. Donc voilà, alors je vais pas m'apesantir sur ce qu'est la plateforme, si vous pouvez aller voir sur le site laplateforme.io. Là, aujourd'hui, du coup, l'idée, c'était de travailler un peu sur les leviers digitaux, ce qu'on s'est dit. Et moi, ce que je vous propose, c'est finalement un petit rappel. Alors, je crois que vous avez eu déjà une partie sur la stratégie digitale, mais l'idée, c'est de faire une petite partie en fait sur le tunnel marketing, sur la stratégie digitale, pour comprendre finalement en fait comment s'articulent les différents leviers entre eux. Et après, on verra les leviers. Alors, on va les passer. Il y en a beaucoup. On les verra peut-être pas tous en détail parce qu'on a que 40 minutes et que du coup, c'est assez court. Euh, mais je vais essayer de tous vous les montrer. Et si j'ai le temps, parce que moi, c'est ce que je préfère, j'aimerais bien aussi vous parler un petit peu de comment mesurer finalement l'impact de ces différents leviers. Parce que finalement, c'est ça la vraie richesse aujourd'hui du numérique, c'est comment est-ce qu'on est capable de mesurer les actions qu'on met en place. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Et donc voilà, en gros, il y aura trois parties. Une partie rapide sur la strat, une partie sur les leviers digitaux et leur spécification et potentiellement leur fonctionnement, et une partie sur la mesure et forcément un petit rappel sur la RGPD, puisque aujourd'hui, c'est ce qui impacte le plus la mesure. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je ne les vois pas, mais je pense que quand même le dira. Alors, du coup, la stratégie digitale. Bon, c'est quoi l'objectif d'une stratégie ou d'un marketing digital? C'est finalement d'utiliser tous les leviers qui sont à disposition. Là, en l'occurrence, on va parler des leviers digitaux, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des leviers qui soient dans le monde physique, par exemple des événements, des choses comme ça. C'est comment on va communiquer, comment on va utiliser ces leviers pour communiquer et acquérir de nouveaux prospects clients ou potentiellement développer l'image de marque et la visibilité de l'entreprise. Et bien sûr, l'objectif étant de soutenir les ventes ou du moins le business, et potentiellement détecter des tendances. Là, c'est vraiment quand on est un peu très très mature sur la question, on peut, en utilisant certains de ces leviers, identifier des besoins sur de choses. Juste quelques notions, parce que certains parmi vous sans doute ont des sites e-commerce, mais même s'ils n'en ont pas. Aujourd'hui, en fait, un site internet, moi j'ai tendance souvent à dire que c'est un panier percé, c'est-à-dire que les taux de transformation sont très très faibles. Un taux moyen, on va dire, c'est 1,5%, c'est-à-dire qu'on va se dire que sur 100 personnes qui arrivent sur votre site, il y a une personne qui va faire l'action que vous avez demandé, et encore, c'est déjà très très bien. Et parallèlement à ça, on va dire qu'il y a une personne sur deux qui finalement vont arriver sur votre site et vont repartir. Du coup, effectivement, quand vous avez un seau qui est percé, votre objectif c'est quoi? C'est d'essayer de colmater un peu les trous et de remplir au maximum l'eau. Il y aura toujours des trous, malheureusement, c'est comme ça. Et donc du coup, l'idée c'est de remplir au maximum votre site. Donc pour ça, vous allez utiliser des leviers d'acquisition. Le nerf de la guerre dans l'utilisation des leviers marketing, c'est le taux de conversion, quel que soit en fait d'ailleurs votre business. Et comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser le nombre de personnes qui vont transformer ou qui vont faire une action sur votre site. Cette action, elle peut être réaliser un achat, ou ça peut être remplir un formulaire, par exemple, ou ça peut être tout simplement télécharger un livre blanc et donc laisser en fait un contact, laisser en fait en tout cas une demande de contact sur votre site. Selon les business models, en fait, c'est complètement différent. Là, on en parlera. L'idéal, c'est d'identifier avant même de commencer à travailler sur des leviers, c'est d'identifier les objectifs, ce que vous voulez faire et comment vous allez mesurer les actions. On parle souvent en fait d'un tunnel de conversion parce que comme je vous l'ai dit, en fait, vu que il y a très très peu de personnes, en fait, à chaque étape, finalement, on va perdre des gens. Les gens vont arriver sur votre site, potentiellement, ils vont découvrir votre site. Et ensuite, ils vont évaluer votre solution. En règle générale, ils peuvent l'évaluer soit sur votre site, soit ils peuvent l'évaluer aussi sur d'autres plateformes, que ce soit
des marketplaces ou que ce soit sur des moteurs de recherche, par exemple. Et au fur et à mesure, en fait, ils vont décider de réaliser un achat. Donc la décision, et après, vous avez d'autres leviers qui vont vous permettre de faire revenir ces gens-là. Donc l'idée, c'est on le verra tout à l'heure, de réfléchir chaque levier par rapport à ces étapes-là. Et pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de taux de conversion? Parce que, en fait, souvent, quand votre site, vous vous dites, bah, il a un rendement qui est faible ou il y a un truc qui va pas, en fait, c'est assez simple. Il y a 5 facteurs qui finalement influencent le taux de conversion aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui font partie vraiment purement de votre produit, hein, c'est-à-dire, effectivement, est-ce que vous avez une offre qui est intéressante, tout simplement. Ça, bon, pour le coup, c'est ce que vous vendez. Après, il y a le positionnement prix par rapport à vos concurrents. Il y a l'argumentaire commercial qui, là, pour le coup, va être vraiment comment est-ce qu'on va réussir à convaincre. Et là, pour le coup, pour trouver les bons mots, on verra qu'on travaille souvent avec certains outils comme les personas. Et après, il y a là où on va plus orienter en fait sur effectivement, ça va être la qualité du trafic. Alors évidemment, il y a la quantité, mais aussi la qualité. Et c'est là où on va travailler vraiment ces leviers de façon un peu précise pour pouvoir recruter des gens de qualité, parce que plus les gens seront intéressés, ou votre argumentaire commercial va leur parler, et plus vous allez avoir la possibilité d'avoir un taux de conversion qui est fort. Et bien sûr, il y a une autre partie qui est l'ergonomie du site. C'est bon, c'est un peu le nerf de la guerre des sites, des sites internet. Si votre site il est lourd à charger, enfin on a tous fait cette expérience, bah, finalement on est moins enclin ou si on trouve pas l'information, ou si on se perd, ou si voilà. Bon, bref, il y a plein de possibilités. Ben, effectivement, on va être moins enclin à passer à l'action. On parle d'ailleurs c'est l'un des leviers en fait qu'on oublie souvent dans le marketing, c'est ce qu'on appelle la conversion rate optimization. C'est en fait finalement comment est-ce qu'on va faire en sorte d'implémenter au fur et à mesure sur votre site des choses qui fonctionnent le mieux. Honnêtement, tout le monde oublie tout le temps ce levier, qui pour moi est l'un des plus importants, parce que c'est celui qui va finalement augmenter la totalité du rendement de tous vos leviers. Donc pour ça, en fait, souvent on essaye de faire ce qu'on appelle des cercles virtueux de la mesure, hein, c'est-à-dire on va implémenter une solution et on va regarder en mesurant si on peut améliorer chaque étape de la conversion. Euh, donc on verra peut-être un petit peu tout à l'heure. Après, c'est un vaste sujet qui pourrait faire toute une présentation. C'est à la fois du design, c'est à la fois de l'expérience utilisateur, c'est à la fois comment est-ce qu'on va réussir à identifier et à trouver les bons arguments. Enfin, il y a tellement de choses qui sont à tester que ça vaut le coup de faire tout un webinaire dessus. Euh, Moi, ce dont je voulais attirer votre attention, c'est qu'on parlait tout à l'heure finalement du tunnel de conversion. Il y en a qui disent aussi le chemin d'engagement du client ou d'autres qui disent la méthode AIDA, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, finalement, quand on choisit d'acheter quelque chose ou quand on choisit de réserver quelque chose ou de prendre contact avec quelqu'un, il s'est passé plein de phases en amont dont on n'est pas forcément très conscient et qui ont été en fait finalement un peu conceptualisées dans ce qu'on appelle un funnel ou différentes étapes. Alors, il y a des tunnels AAARR, on verra tout à l'heure qu'il y en a plusieurs, mais en gros, moi, celui que j'aime bien, c'est celui-là. C'est qu'en fait, finalement, la première phase, c'est l'attention. La personne ne sait pas que votre produit existe, ou du moins ne sait même pas potentiellement il a une problématique. C'est-à-dire que autant si vous êtes sur quelque chose qui est très connu, bah, du coup, les gens ont une idée, mais je vous donne un exemple. Si demain, je sais pas ce que je pourrais donner comme exemple. Le premier qui me vient en tête, c'est, je sais pas si vous connaissez cette entreprise qui s'appelle Boku, qui fait en fait quelque chose qui en fait transforme vos WC en WC de toilettes japonaises. Et ben typiquement ce sujet-là, il est peu probable que ce soit votre problématique du moment. Mais par contre, ben, en gros, en phase d'attention, vous allez entendre parler de ces choses-là. Alors ça peut en entendre parler par des publicités, vous pouvez en entendre parler par des émissions de radio. On va vous dire, oh, bah regardez, ce produit existe. Et du coup, finalement, vous allez c'est comme une graine qui est plantée dans votre cerveau et vous allez vous dire bah oui alors ok ça existe bah du coup à partir du moment où je sais que ça existe potentiellement je vais le considérer. C'est-à-dire, je vais le considérer comme étant une possibilité et donc dans ces cas-là ce que je vais faire en règle générale c'est que je vais chercher plus d'informations et une fois que j'ai fait l'information je vais regarder je vais peut-être même
avoir un intérêt très très intéressant. Je vais regarder comment ça a comparé, etc. Et finalement, potentiellement, je vais passer à l'achat. Et ensuite, effectivement, je pourrais être, euh, peut-être que je peux avoir de la rétention ou c'est-à-dire me dire, bah voilà, peut-être qu'il y a d'autres objets, etc. Mais en tout cas, je vais rentrer là à l'intérieur de la base euh, du, du, du de l'entreprise et du coup, qui va me retravailler derrière. Là où je veux attirer votre attention, c'est que finalement, il y a des leviers qui sont plus ou moins efficaces sur certaines phases. Par exemple, forcément la radio et la télé, la phase amont, en fait, on va plutôt considérer que cette phase-là est plutôt de l'attention, c'est-à-dire que parce qu'on a de l'image, parce qu'on a de la qualité, on est capable de mettre en avant en fait le produit d'une façon où les gens on les fait un peu rêver. Je donne l'exemple par exemple de prenons le Club Med. Le Club Med, souvent ils ont quand ils commencent à communiquer sur les sports d'hiver, ils font ça généralement au mois de septembre. Et pour ceux qui habitent Paris, par exemple, bah, vous allez voir des affiches dans le métro ou dans les espaces publics. Ces affiches ont rarement un prix. Elles vont faire plutôt rêver. Elles vont vous dire, ah bah regardez, en fait c'est vraiment super de skier en famille. Et du coup, même si vous êtes au mois de septembre, alors évidemment après il faut avoir les moyens d'aller au Club Med, mais si vous avez vous dites, ah bah même si vous n'allez pas au Club Med, vous dites, ah oui c'est vrai que le ski, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, ou il faudrait que j'emmène mes enfants, ou ça serait bien d'y aller. Enfin quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que là, dans cette phase d'attention, on m'a mis en tête que peut-être je devais considérer le fait de partir au ski. Et au fur et à mesure, on va se rapprocher des pics de réservation du ski, ben vous allez voir que les publicités, elles vont changer. Elles vont être beaucoup plus axées sur le prix, beaucoup plus axées sur la promo jusqu'à la fin, où là, pour le coup, c'est de la super promo. Voilà, on a le même principe, c'est que vous devez construire finalement un discours qui réponde à toutes ces phases. Et ces phases, évidemment, elles peuvent changer selon votre business. Si par exemple, vous avez un magasin, eh ben, vous pouvez envisager d'avoir une phase qui est vraiment de la phase mobilité. C'est-à-dire que bah, une fois qu'il est en magasin, vous pouvez peut-être jouer avec d'autres leviers qu'on verra pas forcément en détail là aujourd'hui, mais notamment les beacons ou si vous avez un super CRM avec une appli, du coup vous pouvez faire tout ça. Mais voilà, je pense à Sephora par exemple qui fait ça très très bien. C'est-à-dire qu'effectivement une fois qu'on est dans le magasin, on arrive à détecter que la personne est dans le magasin et du coup bah, on peut lui adresser plus ou moins un message ou qualifier cette visite et du coup potentiellement lui donner les derniers coups de pouce pour passer à l'achat. Donc pour construire tout ça, parce que l'idée c'est de prendre chaque phase et ensuite derrière de se dire bah ok finalement comment est-ce que je construis un plan marketing. Bon, je vous donne juste en exemple. Moi j'avais travaillé sur voilà une association qui finalement recrutait tous les porteurs de projets pour les mettre en relation avec des chefs d'entreprise, notamment sur le mentorat d'entreprise. Bah, la première chose à faire, c'est effectivement d'avoir une idée des différentes thématiques que va traiter effectivement le client, enfin l'entreprise, regarder un petit peu les thématiques clés, regarder quels sont vos concurrents, essayer de vous enrichir par rapport à ça, et finalement en fait commencer à déterminer une liste par rapport à chaque offre que vous avez, une offre de cible, donc vous listez les cibles, et finalement vous en faites à la fin ce qu'on appelle des personas. Donc le persona, c'est finalement un portrait robot de la personne que vous voulez toucher. Pourquoi c'est important? Très important en marketing digital, parce que tout simplement, euh, vous ne pouvez pas adresser, notamment quand on va parler des réseaux sociaux, il faut que vous ayez en tête vraiment qui sont ces personnes, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs freins, pour pouvoir ensuite déterminer sur quels médias elles vont être ou sur quel levier ils sont plus sensibles, où vous pouvez aller trouver. Je vous donne un exemple très classique, mais si effectivement vous voulez aller chercher je sais pas moi, des jeunes plutôt de entre 12 et 15 ans, ce qui est pas très pratique, c'est pas eux qui généralement génèrent l'achat. Mais en tout cas, vous allez plutôt utiliser des leviers type TikTok, donc ça c'est relativement facile. Mais si par exemple vous vous dites, en fait, moi ce que je veux c'est trouver des infirmières, par exemple, bah là c'est plus compliqué. Les infirmières sont pas forcément référencées sur LinkedIn, donc il y a sans doute des groupes d'entraide d'infirmières sur les réseaux sociaux, ou peut-être tout simplement elles vont chercher à avoir des informations sur leur métier, et du coup peut-être que vous allez travailler du contenu par rapport à ça. Bref, l'idée c'est de partir du persona
et de finalement essayer de décrire qui elle est, quels sont ses objectifs, ses besoins, quels sont ses freins et ses craintes, et finalement de se dire par rapport à moi, qu'est-ce que je peux mettre en avant qui pourrait finalement servir ses objectifs ou lever les freins. Et du coup, on va commencer à regarder aussi les différentes opportunités de contact, les réseaux, les choses comme ça. Et après, on va traduire ça en fait en action, c'est-à-dire qu'on va regarder les objectifs, quels sont les bénéfices qu'on peut leur apporter, et finalement comment on va présenter ça. Alors ça peut être des éléments de preuve qu'on met sur son site, ça peut être des campagnes avec des slogans qu'on va mettre en avant, et après on détermine finalement les différentes actions. Et pour mesurer tout ça, l'idée c'est derrière de déterminer des objectifs. Et donc, alors là, par exemple, moi j'avais cet objectif-là. C'était des objectifs, les primaires, ceux que vraiment on voulait, c'était à la fois de la prise de rendez-vous, de la formulaire de contact, et potentiellement, vu que c'était une association, il y avait des dons. Et après, évidemment, ceux-là, c'était le Saint Graal, on va dire, mais quand vous allez administrer certains leviers, il est peut-être rare qu'une personne, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est 1%, si vous voulez jouer avec des leviers, notamment, je pense, aux réseaux sociaux, notamment si vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, ça marche avec un algorithme qui a une partie d'intelligence artificielle, qu'on verra tout à l'heure. Et du coup, l'idée, c'est de lui donner à manger, entre guillemets. C'est de lui dire, bah oui, effectivement, moi, ce que je veux, c'est des personnes qui vont prendre rendez-vous. Mais si on sait qu'il y a une personne, je sais pas, n'importe quoi, si une personne sur 200 prend rendez-vous, l'algorithme, à moins d'avoir un énorme budget publicitaire, il va avoir du mal à apprendre. Il va envoyer 200 personnes, il va y avoir un retour, il va pas pouvoir se faire une idée. Du coup, l'idée, c'est d'avoir des objectifs qui soient intermédiaires pour nourrir les algorithmes et pour nourrir les leviers. Là, en l'occurrence, voilà, ça peut être l'inscription newsletter qui est moins impactant, ça peut être mettre des enquêtes, voir ceux qui répondent aux enquêtes, et voir même, ça peut être en descendant encore en dessous, un certain temps passé sur le site ou un taux de rebond faible pour se dire, là, c'est un visiteur qui est plutôt intéressant. Donc, en ayant basé ça, du coup, après, effectivement, on peut, sur chaque phase, se dire, voilà ce que chaque persona va faire. Et donc, voilà, on est encore une fois sur ce chemin d'engagement et essayer de se dire, comment on va mesurer chaque action. Donc là, on a les personas, on a finalement ce qu'on veut leur dire. Et évidemment, dans tout business, il faut prendre aussi en compte tout ce qui est les impératifs calendaires. Donc là, pour le coup, nous, par exemple, à la plateforme, on est tributaire. On prend beaucoup de gens qui sortent du bac. Donc du coup, on va regarder le calendrier scolaire, on va regarder le calendrier de Parcoursup et on va regarder potentiellement le calendrier des gros salons pour essayer de se positionner et d'avoir plusieurs typologies de discours, notamment pour les futurs élèves et pour les parents. Et voilà, en gros, on essaie de. Et donc après ça, vous avez une sorte on va dire de calendrier d'action où chaque fois vous allez essayer de reproduire la phase d'attention, c'est-à-dire que encore une fois, si vous avez, je prends l'exemple typiquement d'un site e-commerce, on sait que le gros pic il va être à Noël, très bien, du coup vous allez peut-être commencer sur votre produit phare, celui que vous savez que vous avez un peu différent des autres, vous allez peut-être commencer à communiquer non pas forcément sur le prix, mais sur la qualité ou sur la qualité du service ou sur la satisfaction client dès le mois de septembre. Et ensuite, vous allez avoir, au fur et à mesure que vous allez arriver près du pic des ventes, vous allez finalement communiquer de façon différente à les différents leviers. Donc, quels sont ces leviers? Déjà, on les catégorise en deux. Bon, ça, c'est bon, c'est juste on va dire, du vocabulaire, du vocabulaire marketing, mais en fait, on va différencier ceux qui sont des leviers inbound, c'est-à-dire qu'en fait, qui finalement vont être plutôt on va essayer de faire venir les gens finalement sur le site avec des leviers qui sont outbound, où là, pour le coup, c'est la publicité que j'ai envie de dire un peu plus classique. On va essayer, pour le coup, d'imposer, alors imposer, en tout cas, on va pousser le message, on va pousser le message sur la navigation des clients. Donc là, on est plutôt effectivement sur de la publicité. Ça peut être aussi de l'email. Bon, on fait surtout ça en B2B, quand on s'adresse d'une entreprise à une autre entreprise, mais faire des emails, ce qu'on appelle des emails, du cold email, c'est-à-dire en fait envoyer un email alors que la personne nous a jamais rien demandé, qui évidemment en B2C est interdit, mais par contre en B2B c'est encore toléré sur certaines parties. Où voilà, c'est de la prospection. Voilà, toute cette partie-là c'est de la outbound. Et il y a une autre partie qui là, je trouve, est à travailler et assez intéressante, c'est toute la partie inbound. C'est comment est-ce que finalement
réfléchir à quels sont les contenus, quels sont les, 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 les objectifs, encore une fois, de nos cibles, ce qu'ils viennent chercher et comment on va leur communiquer. Pour ça, on a une boîte à outils qu'on va essayer de voir rapidement aujourd'hui et sur lequel c'est intéressant de travailler. Euh, la web conversion, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, c'est comment est-ce qu'on finalement on va optimiser son site. C'est honnêtement, c'est un des leviers qui est le plus aujourd'hui le plus délaissé. On fait des tests, mais enfin c'est rare que moi j'ai très rare, j'ai travaillé longtemps pendant 15 ans comme consultant et c'était très rare d'arriver dans une structure, même des structures un peu installées, où il y avait cette démarche à part dans les startups, d'optimisation continue. Mais ça, en tout cas, je vous invite à le faire parce que finalement, vous êtes maître de votre destin et ça vous permet de faire des économies sur le reste de tous vos leviers. Il y a une autre partie qui effectivement concerne le référencement, alors en deux parties, hein, la partie organique, qui voilà, sont souvent dit gratuite. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que finalement, ça demande quand même pas mal d'investissement en termes de temps, du moins. Donc, du coup, c'est, je dirais plutôt naturel ou organique, on va dire. Et là, référencement payant. On parlera de display. En gros, on appelle ça display dans le jargon, mais finalement, c'est de l'affichage. C'est juste en fait les bannières que vous pouvez croiser sur les différents sites sur lesquels vous êtes. Et ensuite, après, il y a d'autres leviers qui sont un peu plus classiques, comme les emailing, les réseaux sociaux, vous connaissez tous. Après, les cartes, comparateurs de prix, les marketplaces, et un peu de mobile marketing, notamment, on verra vite fait les SMS, qui est souvent aussi un peu oublié, et pourtant qui fonctionne plutôt pas mal, même si c'est très intrusif. Et il y a une partie qui est vraiment assez intéressante, c'est le remarketing. Alors, souvent, moi, je pose la question de savoir si les gens savent ce que c'est que le remarketing. Là, vous n'allez pas pouvoir me répondre. Je vais partir du principe que certains ne savent pas. En fait, le remarketing, vous avez tous été un peu sujet à ça. C'est que quand, imaginez, vous êtes sur un site e-commerce, vous mettez un produit dans le panier et finalement, vous n'achetez pas ce produit. Eh ben, que va-t-il se passer quelque part après, quand vous allez surfer sur certains sites, en admettant que vous ayez accepté d'être suivi et de cliquer comme quoi vous acceptez les cookies, vous allez être ce qu'on appelle retargeté ou remarketé. C'est-à-dire qu'en fait, les régies publicitaires vont identifier, grâce au site de l'entreprise, que vous faites partie en fait des personnes qui ont mis ce produit dans votre panier et du coup ils vont vous proposer ce produit, ils vont vous repousser ce produit. Ça, c'est ce qu'on s'appelle du remarketing. C'est clairement pour moi une campagne qui est indispensable. Si en gros à chaque campagne que vous faites, il y a vraiment, de mon point de vue en tout cas, euh, des règles de base, même si c'est pas trop l'objet de là, mais c'est un, il faut avoir un objectif clair et donc une cible claire. Deux, il faut avoir souvent une landing page, c'est-à-dire une page qui est dédiée à cette campagne. Pourquoi? Parce que quand vous faites quand vous travaillez un contenu, vous allez travailler sur un message et il faut que ce message se retrouve sur la page pour pas perdre la personne. Donc des fois des pages dédiées, c'est bien. Et évidemment, derrière, il vous faut une campagne de remarketing, c'est-à-dire toutes les personnes que vous allez, encore une fois, je vous répète, hein, le taux de transfo, il est de 1%. Donc toutes les personnes qui vont venir sur votre site, c'est-à-dire que quand même, elles ont été intéressées à un moment. Et à les retravailler derrière pour leur reproposer le contenu, c'est plutôt intelligent et ça vous permet de diminuer le coût de vos campagnes. On va commencer du coup sur le référencement naturel, hein. J'espère que je vais pas trop vite, mais bon, j'ai que 40 minutes, donc voilà, j'essaie d'aller le plus vite possible, on va dire. Sur le levier 1, là, on est sur du référencement. Donc, on distingue hein, ce qu'on a dit, hein, le référencement, on va dire, organique, qui est plutôt sur cette partie-là, et le référencement payant, où souvent, alors ça change, hein, des fois il y a marqué annonce, des fois il y a marqué ads, mais là qui du coup fonctionne complètement différemment. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les deux. Le référencement naturel, c'est par rapport, voilà, on va dire, à la capacité intrinsèque de votre site que vous allez avoir ce classement-là. C'est on va dire, alors là, j'ai mis Google, mais parce qu'aujourd'hui, c'est 95% des recherches en France, en tout cas. Euh, du coup, ce moteur de recherche, il fonctionne selon effectivement des préceptes, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte pas mal de, de, de critères et de facteurs pour pouvoir classer finalement un résultat par rapport à un autre. Alors qu'effectivement, cette partie-là est vraiment là pour le coup de l'achat d'espace. C'est-à-dire qu'on va investir de l'argent en échange de clics. Généralement, ça fonctionne comme ça.
Donc le référencement naturel, si je dois résumer, je vais aller vite fait, mais en gros c'est un robot, hein, c'est un robot qui passe toutes les pages du site. Donc on dit qu'il y a trois phases. Il y a une phase qu'on appelle de crawling, qui est en fait la capacité du robot à pouvoir aller sur toutes vos pages du site. C'est-à-dire qu'il va partir d'une page et ensuite, par rapport à tous les liens qui sont sur cette page, il va voyager sur votre site. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez augmenter votre référencement, il y a quand même une phase technique qui est je dois faciliter le travail du robot. Plus vous allez faciliter le travail du robot, plus finalement les moteurs de recherche vont vous remercier. C'est-à-dire qu'ils vont vous noter plutôt positivement. Je m'explique. Si vous avez pas mal de pages qui sont longues à charger, ça va demander plus d'efforts au robot, du coup plus de temps, plus d'énergie, et du coup quelque part il va vous dégrader un peu. Si vous avez des pages cassées, si vous avez des liens cassés, c'est pareil, c'est la même chose. Donc en fait, ça juge un peu de la bonne santé du site. L'indexing, c'est plutôt la partie où il va analyser la page et il va déterminer de quoi parle cette page. C'est-à-dire qu'il va considérer que ben voilà, il va la classer finalement un peu comme un libraire classerait un livre dans le bon rayonnage, on va dire. Il va se dire voilà, la prochaine fois qu'on me demande quelque chose, je sais que j'irai dans ce rayonnage-là et peut-être que cette page sortira ou pas. Et la dernière partie, qui est la partie ranking, c'est finalement comment est-ce que le moteur de recherche va décider de vous positionner? Est-ce qu'il vous positionne plutôt au-dessus de votre concurrent ou en dessous de votre concurrent? Donc là, la question, en fait, elle est assez simple, c'est comment est-ce que, en fait, finalement, on est classé mieux qu'un autre? Bah, on va dire qu'il y a six grands facteurs, hein. Après, en vrai, il y a 200 et quelques facteurs, sans doute plus, et c'est remis à jour au bout, mais on va dire, il y a des grandes familles de facteurs. Il y en a six. Le premier, bien sûr, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, en référencement, par exemple, j'ai des clients, moi, qui voulaient se positionner sur agence de communication à Paris, mais qui, parce qu'ils avaient une image un peu différente et une image un peu haut de gamme, ils ne voulaient pas que sur leur site, il y ait la phrase agence de communication Paris. Ça, concrètement, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait se positionner de façon efficace si effectivement dans le contenu on n'a pas non seulement les mots-clés, mais aussi tout l'environnement sémantique qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il suffit pas. Historiquement, en fait, il suffisait de potentiellement au tout début du web de répéter plusieurs fois les phrases, de répéter plusieurs fois les mots-clés, d'en mettre en fait, de répéter, répéter. Aujourd'hui, ça fonctionne pas du tout. Ou je pense que vous avez tous testé ChatGPT. Aujourd'hui, en fait, l'IA est capable de comprendre le contexte qu'il y a autour d'un mot-clé, de comprendre quel le champ sémantique qu'il y a autour. Quand on va parler de randonnée, par exemple, bah, on sait que on va parler potentiellement de trekking, on va parler de bâtons de randonnée, de chaussures de randonnée, de sommets. Enfin, il y a tout un univers qui est autour. Plus l'environnement autour, en termes de sémantique, sera riche, plus finalement le moteur de recherche va juger que vous êtes expert d'un domaine. Donc le contenu est très important. On va parler aussi d'accessibilité. Donc là, en fait, il y a deux choses dans l'accessibilité. C'est le deuxième famille de facteurs. On va parler d'accessibilité, on va dire là, c'est plutôt une capacité vraiment technique de votre site, c'est-à-dire comment est structuré votre code de page. Est-ce que, par exemple, votre site est capable d'être lu sur un mobile, sur un ordinateur portable? Est-ce qu'une personne qui a des problématiques de vision, qui utilise un appareil pour lui lire les pages, eh bien, est-ce que votre page, par exemple, est capable de s'afficher correctement pour ce type d'appareil? Tout ça, en fait, ça c'est intégré dans le calcul du moteur, parce que notre objectif, c'est de donner le meilleur résultat possible. Et enfin, il y a une autre partie qui est la confiance. Alors souvent, les gens disent oui, c'est la confiance qu'ont les clients dans le site. En fait, pas du tout. C'est la confiance que peut avoir le moteur de recherche envers votre site. C'est-à-dire qu'elle est, est-ce qu'il a été créé il y a longtemps? Est-ce que votre nom de domaine est resté stable? Est-ce que il a servi à la même chose depuis 10 ans? Est-ce qu'il est bien entretenu? Est-ce que quand il y a des bugs dessus, ils sont changés? Et donc tout ça, ça c'est la confiance que peut avoir le moteur de recherche envers votre site. La deuxième grande famille aujourd'hui avec le contenu, c'est ce qu'on appelle le netlinking. Il faut voir ça un peu comme une réputation. C'est-à-dire que plus vous allez multiplier le nombre de liens d'autres sites vers votre site, plus vous allez finalement agir sur la popularité. En fait, finalement, si on prend, alors c'est peut-être un peu vieux de dire ça, mais si on prend Britney Spears par exemple, génération des années 90, bon, voilà, et ben Britney Spears, elle est populaire parce que finalement les gens parlent de Britney Spears. Tout le monde, il y a des articles sur Britney Spears, on parle de Britney Spears, on a ses musiques, bref, il y a comment dire, des liens qui nous ramènent à Britney Spears.
C'est la même chose pour votre site. C'est-à-dire que si à un moment vous êtes capable de générer des articles de presse, si vous êtes capable de générer des articles de blogueurs, ou si vous êtes capable de générer des liens vers, alors, parfois sur des comparateurs ou parfois sur des blogs ou des réseaux sociaux, ben, finalement vous allez multiplier le nombre de personnes qui parlent de vous. Bien évidemment, il n'y a pas que la quantité qui joue, il y a aussi la qualité des liens, l'impact que peut avoir un lien d'un article du Monde, par exemple, sur votre site, est bien supérieur à 100 liens qu'il peut y avoir dans des blogs de consommateurs. Enfin, après, ça dépend de leur communauté. Donc ça, le netlinking et le contenu. Et enfin, il y a deux autres facteurs qui jouent dans le classement finalement des résultats. Les réseaux sociaux, alors ça a été débattu longtemps, mais clairement, aujourd'hui, les spécialistes, tout ça, du référencement naturel considèrent qu'effectivement, les réseaux sociaux jouent un rôle dans le classement. C'est-à-dire que c'est en fait le facteur un peu humain. C'est-à-dire que quand on like, quand on share, quand on partage un lien, quand on like, quand on le partage avec des amis, etc., bah, tout ça, ça compte. Et ça joue un peu dans la réputation. Et enfin, le dernier point qui est non des moindres quand vous voulez mesurer ou pas l'impact de ce que vous avez fait en référencement, c'est l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, souvent, le moteur de recherche va se servir de votre historique de recherche pour pouvoir adapter ce qu'il va afficher. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une vision un peu neutre de ce qu'est le référencement, il vaut mieux faire des requêtes dans une navigation privée qui ne prend pas en compte vos cookies, etc., etc. Donc là, l'utilisateur, par exemple, dit n'importe quoi, si vous dites quelle est la meilleure pizzeria, donne-moi la meilleure pizzeria, ben, évidemment, le moteur de recherche va se baser par rapport à votre géolocalisation s'il y a accès. Et donc du coup, il va vous proposer des réponses qui sont proches de chez vous. Vous voyez bien qu'en fait, entre moi qui suis aujourd'hui à Marseille et d'autres personnes qui peuvent être à Paris ou à Lille, eh ben, on n'aura pas le même résultat. Donc voilà. Donc finalement, si vous arrivez à capter un peu l'intégralité de ces six grands facteurs-là, eh ben vous aurez compris finalement le référencement. Hein, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut revenir, c'est et retenir, c'est qu'effectivement, il vous faut une structure de site techniquement qui soit solide, avec un contenu riche et de la popularité. Si vous avez ces trois-là, vous êtes fort en référencement. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'en fait, finalement, tout le monde se dit le référencement c'est gratuit, bah, pas tant que ça, parce que finalement, il faut quand même investir du temps. C'est très chronophage, il faut du contenu. Ça met du temps à monter, c'est-à-dire que c'est un levier moyen long terme, c'est-à-dire que c'est un levier de base qu'il faut travailler, ça c'est sûr. Mais par contre, ça va pas, c'est pas ça qui va du jour au lendemain va booster vos ventes. C'est vraiment un travail de fond et ça devient de plus en plus un travail de spécialiste. Donc c'est des choses qui peuvent être un peu dures à mettre en place et c'est surtout un levier pull, c'est-à-dire que clairement vous n'allez être affiché dans les recherches que si la personne vous cherche. Donc ça c'est pas voilà, vous pouvez pas être dans la phase d'intention sur un moteur de recherche par exemple. C'est plus délicat. Faut vraiment travailler du contenu périphérique, quoi. Ça, c'était pour le référencement naturel. J'espère que c'était clair. Je vais essayer d'aller, je vois que le temps passe. C'est le référencement payant. Là, c'est complètement différent. Le référencement payant, c'est de l'achat d'espace. C'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Concrètement, comment ça fonctionne? Ben, vous utilisez les plateformes, alors ça peut être pour Google, ça peut être pour Bing, ça peut être plein d'autres choses. En gros, c'est toujours le même principe, c'est que finalement, vous mettez une enchère sur une catégorie de mots-clés. Donc vous achetez un mot-clé, c'est-à-dire je vais acheter par exemple, je sais pas moi, formation en IA, et après vous déterminez si vous achetez sur une zone géographique, sur une cible bien précise, et voilà. Et du coup vous allez miser quelque part, vous allez dire moi je suis prêt à payer, je sais pas, 1 euro pour toute personne qui va cliquer et venir sur mon site. Et par rapport à ça, donc on fait des enchères. Et par rapport à ça, bah, en fait, il va comparer un peu par rapport aux autres, si effectivement, il y a d'autres enchères qui sont autant que vous. Et après, il va faire ce classement. Alors évidemment, si c'était que ça, il suffirait juste de payer le plus cher possible et on serait sûr d'être premier. Et du coup, on aurait des résultats qui seraient bof. En vrai, il y a un autre facteur qui rentre en compte, qui est un facteur de qualité. C'est-à-dire, on va dire que le classement, finalement, c'est un produit entre le CPC, l'enchère CPC, c'est-à-dire le coût par clic que vous êtes capable de mettre, et la qualité de votre site et de votre compte publicitaire. Alors en fait, il y a une note de qualité qui est déterminée par rapport au choix des mots-clés que vous avez fait. En fait, clairement, c'est pour empêcher les gens qui finalement pourraient acheter un mot-clé très très cher, notamment une marque par exemple, et en fait finalement ne pas du tout l'utiliser sur leur site. Du coup, forcément, vous serez dégradé. C'est-à-dire que par exemple, pour bien comprendre, si vous mettez 2 euros pour un clic, mais que vous avez une note de qualité de 10 sur 10, bah, en fait, vous serez classé en meilleure position, vous auriez un facteur 20, vous serez passé en meilleure position que quelqu'un qui va avoir une note
très dégradé de 1, avec pourtant, même s'il a mis 8 $. Bon, voilà, c'est très rapide hein, pour expliquer la référence payant, mais c'est juste parce que, encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps. Ce qu'il faut retenir en fait sur le référencement payant, c'est que par contre, pour le coup, c'est un levier qui est super rapide à mettre en place. C'est-à-dire que là, pour le coup, en une demi-heure de temps, vous pouvez, si vous avez le budget, être présent sur une zone géographique dans les premiers résultats. C'est très efficace parce que forcément, si vous arrivez à vous positionner comme une réponse à une requête, les gens vous cherchent. Donc, si vous arrivez, en tout cas, ils cherchent une solution qui ressemble à la vôtre, si vous avez bien choisi vos mots-clés. Donc, si vous faites une requête et que vous arrivez sur cette annonce, vous allez avoir tendance à cliquer. Du coup, vous allez arriver avec des gens qui, euh, qui finalement sont, comment on pourrait dire ça, sont vos clients potentiels. Très rapide à mettre en place. Par contre, clairement, de plus en plus, ça coûte de plus en plus cher. Et malheureusement, l'IA étant de plus en plus sophistiquée, on a de moins en moins de retours, on va dire, d'apprentissage avec ce type de choses. Historiquement, on pouvait identifier très clairement des mots-clés, donc on pouvait retravailler notamment en référencement naturel. Ça devient de plus en plus difficile parce que ça devient de plus en plus une boîte noire. Mais aujourd'hui, en tout cas, si vous cherchez à vous positionner rapidement sur un marché, ça reste le plus efficace. Donc ça, c'était pour le référencement naturel. Après, on va passer juste rapidement à deux leviers qui souvent sont utilisés, mais qui sont plus des leviers relationnels, on va dire, mais qui sont quand même efficaces. Le premier dont on a parlé tout à l'heure, vite fait, qui est le SMS, hein, qui reste pas, alors je sais pas si c'est un levier, oui, c'est un levier digital. Le SMS, souvent, c'est la partie un peu oubliée, parce que souvent les solutions sont peut-être un peu chères, et on se pose la question de savoir si c'est vraiment efficace. Clairement, ça l'est. Nous, on l'utilise à la plateforme, mais plutôt sur de l'optimisation de processus. Par exemple, une personne va commencer à s'inscrire chez nous et puis finalement elle va s'arrêter au milieu de processus parce que c'est des processus un peu longs. Hein. Il faut donner des pièces d'identité, il faut donner des justificatifs de tout ordre et de temps en temps, en fait finalement on finit par oublier d'envoyer ce qu'il faut. Donc dans ces cas-là, nous on travaille là-dessus. Et ça nous permet finalement de finir par finaliser la signature de contrat. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est forcément on a tous un portable, voire même on a donc là il y en a même qui en ont deux. Et finalement le SMS, même si ça peut être vécu comme quelque chose d'un peu intrusif, finalement on a accès en fait à la personne facilement. Et si le message est utile, généralement les gens se désabonnent peu. Alors ça, pour le coup, moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ces chiffres parce que moi, en tant qu'individu, j'aime pas trop ça. Mais c'est vrai qu'en termes de en tant que marketeur, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Il y a plein de façons d'utiliser le SMS, hein. Vous pouvez faire SMS simple, vous pouvez l'envoyer vers un jeu. Enfin, après, vous pouvez imaginer plein de choses. Les solutions, c'est un peu comme l'email, elles sont infinies, si ce n'est votre imagination. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours pareil. On a un SMS. Idéalement, il faut avoir une landing page, c'est-à-dire un lien qui vraiment vous emmène sur une plage dédiée. C'est-à-dire qu'il y a une action à faire. Vous demandez à la personne de faire cette action, elle doit pouvoir la faire facilement sur la landing page. Et après, des mécaniques, il y en a plein. Bon, là, en l'occurrence, voilà, c'est des journées portes ouvertes pour des concessionnaires automobiles. On peut imaginer des formulaires pour faire des essais ou ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le SMS. Un autre levier que moi je considère plutôt comme un levier relationnel, c'est l'emailing que aujourd'hui de plus en plus on a du mal à utiliser parce que franchement on reçoit tous plein d'emails. Ça marche mieux clairement en B2B aujourd'hui qu'en B2C, même si. Mais si c'est du relationnel, ça marche mieux. C'est-à-dire que, alors après, l'acquisition et la fidélisation en termes d'emailing, c'est un peu lié, hein. C'est-à-dire tout simplement, pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez envoyer des emails, il y a une partie de votre base qui va se désabonner. Alors faut surveiller, hein. Généralement, si c'est en dessous de 1%, vous êtes bien. Le jour où vous commencez à attaquer à 1% de désabos, c'est que là, vous exagérez. Vous envoyez trop d'emails ou des emails qui sont pas intéressants. Et donc, du coup, il faut remplir la base de données régulièrement. Donc ça, c'est vraiment de l'abonnement newsletter. Ça peut être offrir des choses spécifiques. L'idée, c'est de toute façon de pouvoir vivre avec cette base. Encore une fois, c'est bien de multiplier les leviers pour pas être mono-levier. Donc, l'idée, c'est vraiment l'emailing. Il faut vraiment considérer que c'est l'acquisition et la fidélisation qui sont dans
les deux. Et voilà, l'idée, c'est de développer à fond sa base de données et de travailler le bon message, en fait. Voilà. En gros, c'est alors oui, on peut louer une base de données ou acheter une base de données, mais moi, ma recours, c'est plutôt de constituer votre propre base, c'est-à-dire que de créer justement du contenu, de créer des actions qui font que les gens, en fait, vont volontairement vous donner votre email en échange d'un livre blanc, en échange d'un code promo, en échange de ce genre de choses. Et après, à vous de faire attention à envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça, l'email, si vous vraiment vous faites attention, c'est chouette. Et un truc qui est super chouette avec l'email, c'est que on peut automatiser les choses, notamment avec des outils qui aujourd'hui vous permettent de vous envoyer des mails en automatique, notamment sur on appelle des emails triggers, quoi, du marketing automation. C'est-à-dire que sur les anniversaires d'achat, sur ce genre de choses, vous pouvez en fait finalement générer des campagnes qui, elles, fonctionnent très très bien. Et donc, moi, ça, c'est un truc, enfin, en tout cas, si vous devez faire des campagnes email, c'est celle-là que vous devriez mettre en priorité. Enfin, le display, bah, on en a parlé, c'est des bannières, hein. Juste rapidement, Donc Stéphane. les bannières, ouais, 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 excuse-moi. Non, je finis 5 minutes encore. c'est juste pour te dire qu'on n'a pas énormément de questions pour le moment, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ah, En d'accord. tout cas, si tu as Ok, encore bah, quelques super. slides à dérouler, vas-y. Bah, ok, super. J'essaie d'aller vite. Ouais, du coup, le display, bah, c'est quoi? C'est les bannières, hein. Alors celle-là, pour le coup, vous allez en utiliser à la fois sur des sites partenaires ou sur des régies publicitaires, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc ça c'est top. Ça marche très bien. Bon, évidemment, on est plus souvent en amont de phase, même si je pense que chacun d'entre nous a déjà craqué sur peut-être un visuel Instagram pour acheter quelque chose, ce genre de choses. Donc des fois, ça fonctionne sur les deux. On peut vraiment avoir différentes choses. Et encore une fois, on peut aussi faire du remarketing, du retargeting avec. Et on peut aussi faire de la programmatique avec. Donc ça, c'est génial. Alors après, la tarification, elle différencie par rapport à l'objectif que vous avez. C'est-à-dire que souvent, en fait, soit vous payez au clic, comme sur les moteurs de recherche. Vous pouvez aussi payer, par exemple, en ce qu'on appelle au CPM, c'est par 1000 affichages. Alors ça, c'est vraiment un coût qui est en fait issu des anciens temps du web, mais qu'on a gardé. Qui à l'époque, ils n'avaient pas de monétisation particulière, donc ils ont utilisé ce qui se faisait dans la presse, c'est-à-dire sur le nombre d'impressions. Et donc du coup, ils ont facturé au 1000 impressions. Donc là, on fait la même chose. Une impression, c'est quoi? C'est le nombre de fois où une impression, c'est le fait d'avoir affiché une bannière. Donc selon effectivement ce qu'on va chercher à faire, on va avoir tendance à vouloir préférer un modèle de facturation. Si effectivement, sur l'attention, par exemple, si mon objectif c'est de faire voir mon message à le plus de gens possible, je vais plutôt partir sur du CPM, parce que ça va me coûter moins cher. Si par contre je veux avoir un clic pour leur amener chez moi, là pour le coup, on va essayer plutôt de payer uniquement ceux qui sont intéressés, c'est-à-dire en CPC. Et après, vous pouvez même aller avec l'affiliation sur du coût par action, c'est-à-dire soit les gens ont acheté, soit ils ont rempli un formulaire et du coup vous rétribuez derrière par rapport à ça. Bon, c'est plus rare, mais c'est pas mal de le faire. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a cette possibilité de pouvoir programmer. L'efficacité, elle tient à quoi? Elle tient en fait finalement à la création, à votre création. Souvent, hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tester des formats, différents formats, vous allez pouvoir faire différentes créas. Ça, c'est bien en fait d'en avoir plusieurs pour pouvoir voir ça qui marche le mieux. On a une idée préconçue au départ et finalement, on est souvent très très surpris. Même les algorithmes, en fait, aujourd'hui, quand vous faites du display sur les réseaux sociaux, ils vous demandent d'avoir plusieurs créas. Alors, ça peut être un bouton différent, ça peut être un fond différent, ça peut être, voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne bien si vous avez plusieurs créas possibles, parce que du coup, il va s'adapter. Évidemment, l'autre, c'est le ciblage. Très clairement, si vous envoyez le mauvais message le mauvais message à la mauvaise personne, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, la planification, bah, si vous envoyez notamment une campagne business sur un dimanche, par exemple, a peu de chances de fonctionner. Même si, bah, mais souvent, ça a peu de chances de fonctionner. Bon, ça, c'est du bon sens. Donc l'idée, c'est quoi? Effectivement, c'est de travailler finalement le format, la planification, le ciblage et de faire plusieurs conceptions de bannières et travailler un peu sa proposition de valeur. Une chose vraiment à pas oublier, c'est ce qu'on appelle le call to action. Ça a l'air de rien comme ça, mais si vous avez un bouton, bah, en fait, vous allez avoir envie de cliquer dessus.
c'est comme ça, c'est le UX, c'est du sentiment humain. Donc une bonne bannière, souvent a un bouton, hein. Vous voyez là par exemple, ça c'est des bannières que j'avais mises. Bah, au moins le message est clair, on a un bouton, on sait ce qu'on veut faire. Et donc ça, si vous faites ça, travaillez bien, essayez d'avoir plusieurs versions parce que c'est quand même chouette. Réseaux sociaux. Je vais vite, hein, j'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Les réseaux sociaux, ce qui est génial, c'est que c'est juste la meilleure, la plus grande base de données qui peut exister sur les gens, hein, on va pas se mentir. On sait ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, avec qui vous êtes amis, ce que vous avez partagé, pas partagé. Donc là, on l'a tous vécu. Hein, on est même parfois. Enfin, je sais qu'il y a du retargeting vocal, c'est-à-dire, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais si vous parlez d'un produit avec une personne et que vous n'avez pas décoché dans votre mobile le fait de ne pas être suivi, potentiellement, vous pouvez avoir des pubs qui sont associées à des choses sur lesquelles vous avez discuté avec des amis. Alors, au début, tout le monde était un peu surpris. Maintenant, on s'y fait un peu. C'est très surprenant, mais c'est comme ça. Effectivement, aujourd'hui, on peut faire plein de choses sur les réseaux sociaux parce que les gens y passent énormément de temps, et c'est un peu l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire que finalement, il y a tellement de gens que du coup, les messages sont un peu compliqués. Bon, les plateformes, vous les connaissez, mais l'idée, c'est que sur les objectifs que vous pouvez avoir des plateformes qui sont plus ou moins adaptées. Bien sûr, on pense voilà, tout ce qui fait créer une communauté. TikTok peut être pas mal là-dessus. Par contre, effectivement, tu vas mettre en avant des informations générales d'une vie d'entreprise. Pour l'instant, en tout cas, sur TikTok, c'est pas encore tout à fait, c'est pas la priorité en tout cas. Donc chaque réseau social a son utilité et peut être utilisé en fonction de son business. Et après, il y a des règles, bah, mais celle-là, en fait, si vous pouvez la faire une impression d'écran de ça, mais honnêtement, le mieux, c'est de tester. C'est-à-dire que si tester chaque jour, vous essayez de voir est-ce que ça fonctionne mieux, est-ce que ça fonctionne moins bien, et après vous vous ferez une idée un peu par rapport à votre business et par rapport à votre cible, si effectivement les gens passent mieux. Mais c'est vrai que sur du YouTube ou sur du Snapchat, on est plutôt le soir que la journée. Mais bon, ça c'est ou le matin très tôt, éventuellement c'est Snapchat. Sur les publicités, les publicités sur les réseaux sociaux, ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque réseau social voilà, sa régie pub, hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous aide dans la création de votre campagne. Et il y a vraiment un objectif. Par rapport à ça, par rapport à l'objectif, ils vont vous proposer certains formats. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire de la vidéo, c'est rare que la vidéo elle soit proposée si par exemple vous voulez générer un achat. Ils vont pas vous dire ça. Par contre, si vous voulez faire de la notoriété ou potentiellement faire du trafic, là, ils vont proposer le format vidéo. Enfin, voilà. Bon, bref, ça, c'est des choses qu'il faut apprendre au fil du temps, mais laissez-vous guider par leur processus et n'hésitez pas, par contre, à vraiment bien mesurer. Donc, les réseaux sociaux, finalement, si je reprends un peu les avantages et les inconvénients, souvent, c'est un budget qui est quand même élevé, hein. Pour moi, on est plutôt dans une phase très en amont, hein, si on se rejoint, si on refait le chemin d'engagement du client, euh, même s'il peut y avoir des publicités on va dire, où on peut avoir des achats compulsifs, c'est quand même assez rare. Et qu'il faut quand même remonter en avant, travailler, faire connaître la marque, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur de l'attention, et une fois que la marque elle est connue, potentiellement faire du retargeting sur des messages un peu plus mercantiles, un peu plus directs, là où on met plus en avant ce qu'on veut faire, quoi. Et je finirai par quelques autres leviers rapides, mais qui sont pas à négliger. Ce qu'on appelle le content marketing, alors qui va servir le SEO, mais qui va servir aussi potentiellement aussi tout votre discours. C'est-à-dire quels sont les contenus que je peux réaliser et qui finalement vont servir ma cible. Je donne un exemple. Nous, on est, par exemple, notre cible, c'est 2 parents. Les parents d'enfants de 18 ans, ils ont des problématiques sur Parcoursup. On réfléchit à créer des contenus avec des partenaires autour d'un guide Parcoursup, même si la plateforme, pour le moment, est en dehors du processus de Parcoursup. Mais on sait qu'en fait, ça concerne notre cible. Donc, du coup, on essaye finalement de créer du contenu qui va les attirer chez nous pour leur dire, on va t'aider pour Parcoursup, mais sache qu'il y a aussi d'autres possibilités. Voilà, donc en gros, voilà, ça c'est des choses. Donc, faut imaginer ça pour chaque cible, pour vos différents business. Et du coup, ça va vous permettre finalement de récupérer des prospects. Alors, encore une fois, faut multiplier la possibilité de prendre contact, c'est-à-dire télécharger contre email, télécharger une brochure par exemple, s'inscrire à la newsletter, s'inscrire ou sur les réseaux sociaux, etc., etc. Après, les comparateurs, ça, là, vous avez sans doute dû, effectivement, les marketplaces, ça, pour le coup, vous avez Amazon, par exemple, très bien, qui fonctionne très bien. Comment travailler, justement, cette partie-là, ça, c'est vraiment du spécifique.
Et après, il y a un levier qui est un peu général et qui est un peu difficile à mettre en place quand on est peut-être une personne seule, mais ou une petite entreprise, qui est l'affiliation. Là, pour le coup, c'est une place de marché dans lequel vous allez dire, voilà, moi, je suis prêt à payer, par exemple, tant de la conversion. Et il y a des spécialistes de chaque levier qui vont travailler pour vous. Donc, il y a des plateformes d'affiliation qui existent. Et en fait, vous déléguez finalement tous ces leviers, tout ce marketing à des gens dont c'est le métier, par contre, qui vous prendront une partie, une partie. Et enfin, je le répète, hein, l'optimisation du site, c'est vraiment, vraiment très, très important. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je finis sur les KPI Ouais, vite non, fait? on a pas mal de questions là qui viennent d'arriver. Ah, Donc ok, peut-être qu'on va alors je vous passer écoute. ouais. Bah, merci en tout cas, Stéphane, c'était vraiment très clair et très intéressant cette présentation. On a pas mal de questions du coup. Des questions par rapport aux slides. Si vous pourrez récupérer les Ouais. slides. Donc, dans un premier temps, non, on vous les fera sûrement parvenir plus tard quand Stéphane aura peut-être retravaillé la présentation. Ouais, en fait, c'est tout simple, c'est qu'il y a certaines slides où là, pour le coup, c'est des choses que moi j'avais fait pour mes clients et j'ai du coup, voilà, toutes les slides qui concernent certaines données de clients, je peux pas les donner, mais par contre après le reste, il n'y a pas de problème. Les choses après Ouais, que moi j'ai glanées. Ouais. super. Bah, de toute manière, la présentation sera disponible en replay sur l'accélérateur du numérique, donc vous pourrez prendre en fait toute la conférence depuis le début. On mettra tout ça en ligne cette semaine. Alors, une première question de Astou qui demandait, à mon avis, qu'il y a une entreprise en coaching de vie. Comment atteindre la Ouais. personne qui n'est pas novice du coup en coaching, mais qui s'y connaît un petit peu. Alors, comment Là atteindre pour une le coup, personne qui... alors pour le coup en fait, enfin, moi je connais pas suffisamment bien ce métier, mais ça peut Hmm, être tout simplement en fait travailler sur des propositions de valeur qui sont, on va dire, justement bien ciblées. Je vous donne un exemple qui va peut-être traduire mon sujet. Là, en ce moment, nous, ce qu'on essaye, c'est de recruter pour un des programmes qu'on a, et c'est un problème de formation en IA, mais pour lequel c'est un programme qu'on fait en parallèle avec Centrale Méditerranée. Les gens qu'on essaye de recruter sont des gens qui sont des doctorants, donc des gens qui ont bac plus 5 plus 6, qui sont scientifiques, potentiellement chercheurs ou ils voudraient être chercheurs. Et nous, en fait, on cherche à les recruter pour leur proposer en fait un programme sur les data science et l'IA qui leur permettrait d'être meilleurs dans leur métier. Et derrière, de pouvoir proposer un produit pour de pouvoir travailler pour les entreprises. Souvent, c'est des gens qui ont du mal à s'intégrer au départ en entreprise, c'est qu'ils ont des super diplômes et ils n'arrivent pas à rentrer dans le monde du travail vraiment pur et dur. Là, pour le coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une bannière avec une vidéo où il y avait une équation dessus. Et c'est une équation, en fait, qui est une équation de physique, je serais bien incapable de vous expliquer, mais que toutes les personnes qui, en gros, ont fait de la physique ou des maths à bac plus 5, en gros, ont croisé dans leur cursus et connaissent bien. Du coup, en voyant cette équation, ben, ils se disent, ah, en fait, on s'adresse à moi. Donc là, pour le coup, les coachs de vie, ça peut être peut-être, il y a forcément des mots-clés sur certains bilans ou des méthodologies ou des choses comme ça qui peut interpeller la personne. Vous n'allez pas forcément la cibler directement, mais par contre, vous allez cibler le clic. C'est-à-dire qu'en fait, vous tapez large, vous payez au clic, mais par contre, vous savez que les gens qui vont cliquer, c'est des gens qui vont être interpellés par le message, donc qui vont correspondre à votre cible. Je sais pas si j'ai été clair. non, non, très clair, merci Stéphane. Alors, bonjour. On voit beaucoup de boutiques vendre principalement sur Instagram plutôt que d'avoir un site internet et vendre dessus. Que Ouais. faut-il penser? Instagram prendrait-il dessus sur un site web? Voilà, est-ce que voilà, globalement, est-ce que les plus efficaces de vendre sur les réseaux sociaux aujourd'hui que sur son propre site marchand? Euh, Alors, ça peut l'être, ça dépend de ce qu'on vend, mais effectivement, ça peut l'être. Après, Instagram, c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas la plateforme même. Enfin, en gros, faut être motivé quand même pour acheter, à part en faisant de la pub, mais c'est-à-dire que s'il faut aller dans le profil, cliquer sur le lien dans le Linktree pour ensuite aller voir ça devient compliqué. Si par contre il y a de la pub avec des liens directement, ça peut fonctionner. Mais Instagram, effectivement, il y en a qui le font parce que si c'est des petits achats. Je pense que ça fonctionne bien.
Euh, Ça fonctionne bien, par exemple, pour acheter, je sais pas moi, un e-book, ou ça fonctionne bien potentiellement pour acheter des petites choses. Après, pour acheter un voyage, par exemple, bah, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, ça dépend un peu, je dirais, moi, du business model. L'avantage, c'est que si on utilise effectivement que les réseaux sociaux, on peut se concentrer là-dessus, créer du contenu, là, encore une fois, que vous allez créer Mm. du contenu, regarder ce qui fonctionne et essayer de transformer au maximum. Mais le jour où Instagram change tu vois, ou je sais pas, il peut vous bannir par X ou X raison. En fait, vous n'êtes pas maître de votre destin avec Instagram. C'est-à-dire que si demain Instagram change son algo, bah, potentiellement, votre compte peut disparaître, En fait, moi, c'est ça que j'aime pas. J'aime bien enfin, avoir plusieurs possibilités, et surtout mon site, il est à moi, quoi. Alors oui, on peut se faire virer de Google aussi si on fait n'importe quoi, mais c'est rare. Euh, donc c'est bien, moi, pour moi, de mon point de vue, d'avoir. Après, c'est un coût, et donc peut-être c'est vrai, c'est pour le coup, c'est un business model. Et que si ça se transforme sur Instagram, peut-être qu'effectivement, c'est pas la peine d'avoir un site. C'est juste, Mm. à terme, ça peut être plus compliqué. Mm. Après, il y avait enfin, c'est une question de Priscilla, qui avait ensuite une deuxième question, est-il mieux de vendre sur plusieurs sites, Facebook, Instagram, site web, etc., ou vendre que sur un? Du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis là, Stéphane, en fonction En du fait, temps qu'on a. ouais, Et le plus on multiplie les canaux, le mieux c'est, au final. exactement, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. C'est comme les modes de paiement. Alors, ça a l'air bête comme ça, mais plus vous multipliez les modes de paiement, plus vous faites du chiffre. C'est ça. J'ai jamais très bien compris pourquoi, mais ça s'est vérifié systématiquement. Mm. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous pour se créer une base de données emailing pour une boutique e-commerce débutante, s'il vous plaît? Ça rejoint un peu les slides que tu montrais sur. Alors, Ouais. ouais, en gros, bah, il y a plusieurs choses. Clairement, le jeu concours, on va dire, hein, ça, c'est sûr que ça fonctionne bien, hein. C'est des gens, après, souvent, par contre, les concouristes, c'est un email qui est pas forcément celui qui, là, il y a dans le jeu concours, bah, il y a les gens qui ne jouent, qui font que joueurs, et du coup, ils vont pourrir votre base avec mais bon. Et ce qu'il faut, c'est, une fois que vous avez créé votre base, de toute façon, retravailler, c'est-à-dire renvoyer, vérifier qu'effectivement les gens sont intéressés ou pas. Donc, vous avez, effectivement, le jeu concours, vous avez le mettre en avant tout simplement les gens qui visitent votre site. C'est-à-dire que dès qu'il y a une visite de site, il faut faire en sorte que les gens laissent un truc sur l'abonnement newsletter. Par exemple, vous voyez ça souvent il y a des modules où on vous dit, vous offre 10% sur votre premier achat si vous laissez votre email. Bah voilà, typiquement, ça renvoie un code promo. Vous savez que vous allez avoir moins de marge sur le premier, mais au moins vous êtes sûr d'avoir l'email, et potentiellement, s'il n'a pas fait d'achat derrière, vous pouvez le retravailler. Ça peut être, Mhm. comme je disais tout à l'heure, proposer un contenu qui soit vraiment intéressant. C'est-à-dire, je sais pas ce qu'on vend, le site e-commerce, mais ça peut être, je sais pas moi, les tendances de l'été, ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais il faut réfléchir à des contenus qui, quand les gens arrivent sur votre site, disent ah ça va être sympa d'avoir ça. Ou ça peut être aussi tout simplement une commande à 0 €. C'est-à-dire que ça marche bien. En fait, c'est des petits trucs, ça peut être des petits. Mais par contre, si votre site est bien foutu, c'est ça en fait. Vous dites ça, c'est gratuit. Mais par contre, tu vas suivre quand même le processus. Donc, tu suis le processus, tu mets ton mail, tu passes une commande, parce que souvent, en fait, les sites e-commerce, bah voilà, même si c'est un produit à 0 €, et derrière, bah, vous essayez quand même de pousser en contre-proposition d'autres choses. Il y a ceux qui vont craquer. Donc, finalement, ça va vous faire et ceux qui vont pas craquer, mais au moins, vous aurez récupéré l'email. Et en échange, je sais pas, ça peut être l'envoi d'un sticker, ça peut être un truc, voilà, il faut pas que ça vous coûte des milliers et des cents, mais c'est comme ça que vous achetez, entre guillemets, des contacts de qualité. Mhm. Ah, très bien. Merci bien. Alors, y a-t-il des formations gratuites pour apprendre à faire des campagnes sur les réseaux sociaux? Bah, il y a des formations de l'accélérateur du numérique via nos webinaires, mais sinon, non, je sais pas, Stéphane, si tu as des formations gratuites. Euh, Bah, en fait, ça dépend un peu. En fait, on va dire chaque plateforme on essaye de mettre en avant des programmes, mais c'est pas vraiment des programmes, mais ils vous mettent en avant quelques petits tips ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, souvent, on va pas se mentir, ils s'intéressent beaucoup à vous si vous commencez à dépenser un peu. Mais sinon, Mhm. voilà. Après, oui, je crois que sur Facebook, il y a un programme qui s'appelle Blueprint, mais après, c'est difficile de s'y retrouver. Moi, j'ai jamais trop retrouvé. Après, sinon, il y a des formations, il y a des formations type, bah, nous on travaille par exemple avec une école qui s'appelle Origami et qui effectivement fait de la formation typiquement sur ce genre de choses. Mais Mhm. voilà, chaque. C'est une question de Julienne. Bah, je te donne rendez-vous. Du coup, pour nous, c'est le 16 mars. On a un webinaire sur la publicité sur Facebook. Voilà. Donc, ça peut t'intéresser. Je Bah voilà. t'invite à t'inscrire.
On mettra d'ailleurs à jour tous les webinaires sur le site directement de l'accélérateur du numérique aujourd'hui ou demain. Voilà. Sinon, on vous a envoyé la newsletter aussi, d'ailleurs, la semaine dernière, sur laquelle vous pouvez vous inscrire directement. Une question de Magali. Pour l'affiliation, est-ce que les plateformes sont spécialisées par thématique ou plus généralistes? Est-ce qu'il y a des liens également à communiquer? Alors là, honnêtement, pour être tout à fait honnête, l'affiliation, c'est un truc que moi je ne maîtrise pas totalement. Mais de ce que je sais, non, souvent c'est des plateformes, mais par contre, en fait, ils vont vous mettre en fait, si vous choisissez une thématique sur ces plateformes-là, et par rapport à ça, ils vont vous mettre en relation avec enfin, des influenceurs, oui, on peut dire ça comme ça, avec des affiliés de différents. C'est-à-dire, si vous choisissez la mode, bah, du coup, il y en a qui, par exemple, ont un blog sur la mode, donc ils vont s'inscrire sur la thématique mode. Il y en a qui ont plutôt un blog food, ils vont s'inscrire sur la thématique food. Il y a des blogueurs, mais pas que. Il peut y avoir des spécialistes de référencement payant, où là, pour le coup, ils s'en foutent, mais ils ont quand même l'habitude. L'avantage de bosser en affiliation, c'est souvent si vous bossez avec des très bons, ils vont, à un moment, soit ils vont accepter votre offre, soit ils vont refuser. S'ils refusent, soit c'est parce que c'est pas assez bien payé, ça peut arriver, mais bon. Soit c'est parce qu'en fait, votre tunnel de réservation n'est pas assez performant. Et ça, c'est génial, parce que si vous arrivez à rentrer en contact avec, les mecs qui vont dire, bah, moi, je prends ton contrat, mais par contre, il faut que tu changes ça, 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 ça. Et franchement, ils sont de très, très bons conseils, parce que, bah, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, donc ils sont plutôt bons. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on a encore quelques questions. Est-ce que tu as encore peut-être 5 petites minutes, Stéphane? Ouais, ouais, allons-y, ouais. Super, merci. Allons-y, allons-y. Euh, Merci. Alors, bonjour, j'aimerais savoir pour la stratégie marketing, peut-on combiner la stratégie market domination et la stratégie show don't tell? Alors, je sais pas si Ah, tu connais ces je suis pas stratégies ou... familier avec ça. Ouais, Alors, domination, je ne sais pas. Je ne saurais pas te ouais, répondre à cette question. d'accord. Alors, existe-t-il un outil type Google Trends qui permet d'identifier les tendances et, enfin, les tendances ou besoins au niveau local? Par exemple, les villes. Ouais, voilà. Pas vraiment, en fait. Google Trends, effectivement, souvent, il n'est pas forcément super fiable sur des petites villes. Mais après, tu vois, c'est sur quoi? C'est sur les tendances de recherche ou sur les tendances, pas quelle est la question, Les en fait. tendances besoins, non, ouais, c'est ça, les tendances besoins au niveau local, ville, ouais, ça, les tendances de recherche, je veux dire, ouais. Bah, oui, effectivement, sur les tendances de recherche. Après, en fait, ouais, non, je saurais pas, à part effectivement Google Trends là-dessus. Sinon, après, en local, je pense qu'il faut se faire aussi un peu une idée. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est que finalement, faut- il faut apprendre ce qu'on disait par exemple tout à l'heure sur la mesure. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un site qui est bien foutu et que vous êtes capable de bien mesurer de qui vient quand et d'où, ben, vous pouvez déceler potentiellement des tendances. C'est-à-dire des gens qui viennent plus chez vous sur une certaine région et vous posez la question de pourquoi. Ça peut être tout Mhm. bête, mais ça peut être quelqu'un qui effectivement a communiqué. En fait, souvent, par exemple, je prends l'exemple de en fait, ce qui s'est passé, c'est que, prenons l'exemple de Tesla. Tesla, à un moment, ils ont donné les plans en fait de leur euh, de leur première batterie. En fait, ils les ont laissés en accès. Pourquoi ils ont fait ça? Non pas parce qu'ils sont généreux, même si je ne connais pas Jean Tesla, mais c'est tout simplement qu'en fait, à un moment, ils portaient à eux seuls l'effort marketing de transformer justement la voiture thermique en voiture électrique et que finalement, en donnant un petit coup de pouce bah, aux concurrents, bah, finalement, chacun en fait finalement a travaillé un peu sur le marketing justement de la voiture électrique. Bah, en fait, ça peut être ça aussi. C'est des fois sur une zone, il va y avoir un de vos concurrents qui va à un moment vraiment investir et du coup quelque part, bah, vous allez en profiter aussi un peu. Mais après, vraiment un Google Trends régional, non, moi, j'ai pas ça. Ah, si, alors il peut y avoir Twitter. Mais après, est-ce qu'on peut se filtrer par destination? Twitter, c'est pas mal aussi pour récupérer les tendances ou des choses comme ça, si on sait les lire. Mais bon, après, il y a des outils d'analyse aussi, comme BuzzSumo, des choses comme ça, mais je crois pas qu'ils descendent jusqu'à la ville. Mhm. Donc, non, très clair. Merci Stéphane. On va poser une dernière question, après on va quand même s'arrêter là. Quel KPI recommandez-vous de suivre en priorité par canal/objectif?
Waouh. Alors, en fait, pour moi, en fait, les KPI, ils sont plutôt orientés sur la qualité. Après, c'est bien de regarder la quantité, mais vraiment, faut avoir un peu les deux. De toute façon, il y a les KPI que vous allez avoir de côté de votre site, c'est-à-dire quelle que soit, on va dire, la campagne, sur votre site, vous allez mesurer le nombre de visiteurs que ça a apporté, la qualité des visiteurs versus le nombre de visiteurs. Ça, c'est mal taillé sur les sites, mais voilà, en gros, vous pouvez faire un déclenchement d'un événement particulier. Alors ça, c'est de l'analytics pure, hein, à la limite, on en fera un autre, mais c'est comment est-ce que je déclare moi qu'un internaute est intéressant. C'est-à-dire que s'il a vu 3 pages et qu'il est resté plus de 45 secondes, potentiellement il peut être intéressant et du coup je considère qu'il est intéressant. Et bah, du coup vous pouvez avoir un espèce de ratio du nombre de personnes que ça a amené et combien sont de qualité. Vous pouvez regarder le temps passé, vous pouvez regarder le taux de rebond, ça c'est encore une fois des KPI de qualité. Vous pouvez regarder s'il a laissé un contact, pas un contact. C'est pour ça en fait souvent il y a dans les outils CRM il y a des espèces de scoring. Mais en gros, déjà, vous pouvez mesurer ça sur votre site. Et après, par canal, bah, ça dépend, mais un peu de ce que vous avez choisi. Mais si vous choisissez de la notoriété, vous allez regarder le nombre d'impressions, par exemple. C'est-à-dire savoir si les personnes ont vu le plus possible donc là, c'est plutôt du quantitatif. Vous allez regarder le nombre de clics qu'il peut y avoir si effectivement vous avez choisi ce levier-là. Vous allez pouvoir regarder là, par exemple, vous regardez aussi le taux de clic. Alors ça, c'est super intéressant pour avoir une idée de la qualité de votre annonce. Vous pouvez avoir un taux de clic, et si le taux de clic est faible, la question c'est est-ce qu'il n'a pas été assez vu et que du coup les gens n'ont pas cliqué, ou est-ce qu'il a été vraiment vu, c'est-à-dire un nombre d'impressions élevé et les gens finalement n'ont pas cliqué. Là pour le coup c'est votre message qui est à refaire, quel que soit le levier. De les mêmes. Après, l'email a des KPI particuliers. Vous allez regarder si votre base de données elle est en bonne santé, c'est-à-dire est-ce que le nom, est-ce qu'il y a un pourcentage élevé d'emails qui est bien arrivé à destination, qui n'a pas été mis en spam, qui n'a pas été des abonnements, etc., etc. Ensuite, vous allez regarder quels sont ceux qui ont cliqué. Et ensuite, vous allez regarder aussi quels sont ceux qui ont cliqué par rapport à ceux qui ont ouvert. Et en fait, ceux qui ont ouvert votre email, ça veut dire que votre objet d'email, c'est-à-dire le message du début là que vous avez c'est qu'il est performant. Plus les gens ouvrent, ça veut dire que cet objet qui est très important et très stratégique, ça va vous permettre aux gens d'ouvrir. Mais après, une fois que vous l'avez ouvert, moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement euh, le taux de pas le taux de réactivité. En fait, c'est le nombre de clics par rapport à ceux qui ont ouvert, parce que là, en fait, ça juge vraiment de la qualité de votre message. Alors que le taux de clic, potentiellement, si vous l'envoyez un mauvais horaire, bah, vous n'aurez pas de clics, mais c'est pas pour ça que votre message sera mauvais. Hmm. C'est un peu Ok, compliqué, bon, mais j'espère que ça répond. faudrait faire un webinaire. J'espère que ça répond à ta question, du coup, Virginie. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus à ce webinaire. Merci à Stéphane pour cette belle présentation et les réponses que tu as apportées à notre audience d'aujourd'hui.